Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du podcast Autour d'un café éclairé et on va aborder aujourd'hui les neuromédiateurs, comme promis. Aujourd'hui, on est de nouveau avec Marie-Amélie. Surprise. Parce qu'on teste ce nouveau format, qui n'est pas vraiment nouveau puisqu'on avait déjà fait le premier épisode sous ce format-là de questions-réponses. Et on va réitérer ce format parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs sur les questions-réponses. Ça rendait plus vivant le podcast, plus facile au niveau de la... Plus compréhensible surtout. Donc on va faire plusieurs épisodes vraiment sous forme de questions-réponses. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont bien aimé aussi l'épisode numéro 2 qui était plus sous forme de cours, d'explications théoriques. Donc j'en ferai aussi quelques-uns sous ce format-là sur des choses un peu moins pointilleuses et qui sont plus faciles à cadrer au niveau de la structure du podcast. Vous allez m'entendre souvent du coup, pour votre plus grand bonheur. Grave. Puis c'est plus vivant, c'est vrai que de parler à quelqu'un en face de soi, c'est beaucoup plus vivant que de parler à un micro. Ça c'est sûr qu'être seul face au micro, comme ça, face à tes notes, j'imagine que ça doit être beaucoup plus sympa d'avoir un visage carrément en face à face. Carrément. Ok, et ben commençons du coup le podcast sur les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, alors je connais le mot neuro, je connais le mot médiateur, je sais ce que ça veut dire en français, etc. Mais en soi, pour donner une définition précise des neuromédiateurs, je suis incapable de le faire. Du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer ce que c'est un neuromédiateur, quel rôle ça a, qu'est-ce que ça fait, etc. Et ben déjà, la base de réflexion était très bonne puisque tu as un neuro qui correspond en fait aux neurones et médiateurs qui permettent la transmission d'un message. Donc tout simplement un neuromédiateur qui peut être aussi appelé neurotransmetteur dans certaines publications. C'est une petite molécule qui permet la transmission des signaux entre les neurones ou les signaux entre un neurone et un muscle. C'est un signal qui est électrique, mais on a besoin de cette petite molécule pour que ce signal soit correctement transmis. C'est un intermédiaire et c'est ces petites molécules qui permettent soit de communiquer un apaisement, soit de l'excitation, soit de la vigilance, de la joie qui intervient dans le système de récompense. Donc quand on fait quelque chose et qu'on est content de le faire, c'est grâce à ces petites molécules, à ces neuromédiateurs. Ça intervient dans le stress, dans la façon dont on arrête le stress aussi. Donc c'est vraiment dans toute notre psychologie. C'est des molécules omniprésentes quoi, en fait, du coup, dans le fonctionnement du corps humain, c'est un peu... C'est exactement ça, c'est omniprésent dans notre cerveau, dans toutes les sphères où il y a des neurones. Et c'est grâce à elles qu'on est capable d'analyser tout ce qu'on vit, tout ce qu'on subit. Et que c'est ces petites molécules qui nous permettent d'analyser ça en fait. Ok. Et donc, comment si c'est ces petites molécules qui permettent de ressentir de la joie, du stress, etc., on se met dans une position, on va dire, on est dans une position heureuse, etc., on est joyeux parce que, je sais pas, on vient de retrouver son chien, on vient de retrouver son chéri et tout. Comment le corps, il sait si on ressent quelque chose de joyeux, quelque chose de stressant? Comment il fait la différence en fait entre l'émotion qui est ressentie et donc la traduction des neuromédiateurs? Bonne question. Je sais. En fait, il y a différents types de signaux qui sont modulés par différents types de neuromédiateurs. Donc, je vais vous citer les plus connus. On a par exemple la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine, la noradrénaline, le glutamate, qui sont... Quand on s'intéresse de près ou de loin à ce genre de publications, qui sont les neuromédiateurs les plus connus et les plus utilisés dans le cerveau. Après, il y en a plein d'autres que je ne pourrais pas vous citer là parce que je ne connais pas tous les neuromédiateurs, mais les plus connus sont ceux-là. Et du coup, chacun a un rôle qui va lui être
particuliers. Par exemple, La dopamine, c'est le bonheur, c'est ça? entre autres, le bonheur, c'est une synergie de plusieurs neuromédiateurs. Ok. La dopamine, la sérotonine et la noradrénaline notamment. Mais par exemple, la dopamine, c'est typiquement le neuromédiateur qui intervient dans le système de récompense du cerveau. Quand on fait quelque chose et qu'on est content et qu'on a envie d'y revenir, manger du chocolat ou accomplir quelque chose de compliqué et puis être content de l'avoir fini, et ben ça, c'est la dopamine qui est libérée par un des neurones et qui va se fixer sur l'autre neurone. Et en fait, il transmet ce message De fierté. ouais, de fierté, de récompense. Après, il a d'autres rôles, comme c'est aussi la motivation, il intervient aussi dans la mémorisation, dans la réponse au stress. Et du coup, pour revenir sur le système récompense, c'est aussi lui qui est impliqué dans certaines addictions. Par exemple, les drogues dures. Au La- début, la première fois, il paraît qu'on est content, C'est ça. qu'on est heureux parce que ça nous apporte un bien-être. Et puis, En au fur et à fait, mesure, on relargue tout notre stock de dopamine et du coup, on a un immense shot de bien-être et en fait, on a envie d'y revenir parce qu'on veut retrouver ce shot de dopamine qui a été induit par cette molécule chimique en fait. Et du coup, la dopamine est impliquée dans beaucoup d'addictions, notamment les addictions fortes. Après, ouais, la sérotonine, par exemple, ça va plus être la stabilité émotionnelle et le bien-être. C'est elle aussi qui est, enfin, entre autres, mais elle va être sécrétée lors d'une réponse au stress. Elle va permettre de gérer la motricité intellectuelle, la motricité des muscles, la motricité intestinale. Elle gère la température corporelle. Elle est aussi impliquée dans la concentration, dans la mémorisation. Mais vraiment, elle, sa ligne directrice, ce sera plutôt l'effet d'apaisement et de bien-être. On a l'acétylcholine qui, elle, qui favorise une bonne digestion, une bonne relaxation. Elle est aussi impliquée dans tout ce qui est éveil et vigilance. C'est une molécule un peu passe-partout. Elle permet une bonne conductivité au niveau des neurones. En fait, elle est sécrétée à chaque réponse, mais elle intervient en synergie avec d'autres neuromédiateurs. La noradrénaline, c'est elle qui est sécrétée aux premières réactions du stress. Vous avez le trac de monter sur scène. c'est ce qu'on va développer en premier, du coup. Ouais, c'est la première réponse à un stimuli de stress. Là, ça sert à augmenter Le rythme cardiaque. le et tout rythme cardiaque. Ça met en hypervigilance pour vraiment être au taquet pour répondre au moindre stimuli, à la moindre question qu'on va nous poser. Elle sert aussi à diminuer la douleur, comme ça on est capable ben, dans une situation de stress, je sais pas, de combat, du coup de moins ressentir la douleur et pouvoir donner autant de coups qu'on va en recevoir. Donc ça va vraiment être la réponse au stress en elle-même, mais aussi elle permet de moduler l'humeur vers le bien-être. Donc elle a un double rôle. Par exemple, quand, je sais pas, élément traumatisant, on se coupe le doigt, on n'a pas trop mal au début, mais on a mal au début, après on a de moins en moins mal, c'est grâce à ce neuromédiateur en partie qui fait que du coup... Une petite partie viendrait de ce neuromédiateur parce que c'est un stress qui nous est communiqué. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres molécules qui viennent retirer apaiser, cette douleur. Ouais. Ok. Mais c'est la première réponse au stress, celui-là. Et du coup, pour en revenir à la question initiale, comment est-ce que le corps sait si c'est de la joie, si c'est du stress, de la tristesse? Eh ben en fait, ça va être au niveau des concentrations des neuromédiateurs qui vont être libérés. Il n'y en a pas que un qui est libéré et qui va aller se fixer sur son neurone, qui va recevoir l'information. Il y en a plusieurs, et c'est les différentes quantités de chaque neuromédiateur qui viennent se fixer sur le neurone, qui va du coup communiquer la bonne réponse au stimuli qu'on vient de recevoir, à la situation qu'on est en train de vivre. Donc en fait, c'est la répartition qui fait comment ça fonctionne bien ou mal, du coup. C'est ça. Mais donc ce serait quoi si du coup l'important c'est plus la répartition et donc la bonne répartition de ces neuromédiateurs? La question logique, la suite logique, c'est quoi la conséquence d'une mauvaise répartition des neuromédiateurs et de comment ils sont répartis dans le corps humain, enfin dans les neurones du coup? Eh bien, si on a une mauvaise concentration des neuromédiateurs, derrière ça induit
une moins bonne gestion de ses émotions. Ok. Si on manque par exemple de sérotonine, on sera d'une manière générale amené à être dans un syndrome dépressif passager. Donc de voir les choses un peu plus noires. Les déprimes, quoi. Les déprimes, d'avoir moins de prise de recul aussi. Si on manque de dopamine, on aura moins de motivation, du mal à créer des nouveaux projets ou d'aller au bout de ces nouveaux projets. Parce qu'on n'a plus de système récompense qui est mis en route, donc on n'a plus cette motivation à faire les choses. Donc voilà, on a une moins bonne gestion de ses émotions. On a bien souvent moins de motivation, parce que souvent c'est la sérotonine ou la dopamine qui sont en mauvaise concentration. Et à contrario de la question, du coup, une bonne concentration, ça va permettre de lutter contre toutes les formes d'addiction, que ce soit les addictions au café, les addictions au sucre, les addictions à n'importe quel phénomène qui nous apporterait en fait un bien-être. Ça permet forcément d'induire le bonheur, ça permet une bonne concentration, une bonne mémorisation. Donc c'est vraiment un ensemble de fonctions qui est géré par une bonne concentration de ces neuromédiateurs. Mais au final, une mauvaise répartition des neuromédiateurs, c'est... les exemples que tu as donnés, c'est des situations qu'on est tous amenés à vivre au quotidien, tous et toutes amenés à vivre au quotidien, donc c'est pas nécessairement grave s'il y a une mauvaise répartition des neuromédiateurs, ou sur le long terme, ça peut vraiment devenir problématique. Sur le long terme, ça peut devenir problématique. En fait, il va y avoir 2 cas de figure, et c'est là où on allait en venir un petit peu après. Il y a 2 cas de figure. Si la concentration des neuromédiateurs est due à une dysfonction au sein de notre corps, parce que les neuromédiateurs, avant d'être dans les neurones, ils sont créés quelque part, ils sont acheminés au niveau des neurones pour être libérés et conduire du coup à la bonne réponse. Si la mauvaise concentration des neuromédiateurs est due à une dysfonction corporelle, et en fait, cette dysfonction corporelle de notre corps, de notre métabolisme, ça va influencer la façon dont on voit les choses. Et à contrario, on a des situations du quotidien, comme tu dis, qui sont des situations normales, où on va être triste, où on va avoir moins de bonheur, on va avoir des situations stressantes. Et là, la concentration des neuromédiateurs est correcte. Par contre, c'est la situation du quotidien qui va venir influencer la façon dont sont libérés les neuromédiateurs, et donc le type de message qui va nous être communiqué. Mais en fait, la bonne concentration initiale va nous permettre de voir correctement la situation actuelle. Donc en fait, c'est pas... Si on simplifie, si on vulgarise un petit peu, c'est pas possible de manquer de neuromédiateurs, c'est plus la transmission, du coup, il y aurait potentiellement une sorte de problème en fait. Mais on a tous ces neuromédiateurs et on peut pas en manquer. Si, on peut en manquer. On peut en manquer aussi. On peut en manquer. Par exemple, les deux plus communs au niveau des carences, ça va être la dopamine et la sérotonine. La sérotonine, elle est produite au niveau des intestins. Okay. Si on a des intestins qui ne fonctionnent pas bien, indirectement, du coup, la production... La production de sérotonine est impactée. Et si la production de sérotonine est impactée, on a moins de bien-être, moins de prise de recul, on a moins d'apaisement. Donc, derrière, ça influence notre vision du quotidien. La dopamine, la noradrénaline, il y a une grosse partie qui sont produits au niveau du foie. Okay. Si on a des troubles au niveau hépatique, derrière, on a une mauvaise production de dopamine et de noradrénaline. Donc, on a un trouble de la concentration de ces neuromédiateurs qui induit une réponse anormale en fait de notre vision du quotidien. Okay. Et ça, on pourrait remonter loin parce que ces neuromédiateurs, chose importante à savoir, c'est qu'ils sont produits à partir d'acides aminés précis. Ces acides aminés sont dans des protéines. Donc des personnes qui ne mangent pas de protéines peuvent au final manquer de création de neuromédiateurs. Ou des personnes qui ne digèrent pas des protéines. C'est bien souvent le cas. Et si on ne digère pas les protéines, on ne peut pas les assimiler. Si on ne les assimile pas, on n'a pas ces petits acides aminés qui permettent de créer ce neuromédiateur. Donc si on ne digère pas les protéines, on peut avoir des troubles de la concentration de ces neuromédiateurs. C'est impressionnant quand même.
lors du premier podcast, le deuxième que j'ai écouté et puis celui-là, en fait, c'est impressionnant la capacité du corps humain à se subvenir à lui-même finalement en fait. Le corps est super bien huilé, il fonctionne super bien, c'est vraiment c'est impressionnant et du coup c'est vrai qu'on se pose la question de quelles sont les fonctions du corps qui sont en corrélation directe avec la création des neuromédiateurs. Donc il y a le foie du coup et puis l'intestin comme tu disais, mais Si on devait les classer dans l'ordre, déjà la digestion c'est primordial parce que c'est l'assimilation des protéines, comme je disais juste avant. Euh, la tyrosine pour produire de la dopamine pour les naturaux qui m'écoutent et le tryptophane du coup pour la sérotonine. Eh bien déjà une bonne digestion ça permet d'apporter tout ce qu'il faut à notre corps pour créer ces neuromédiateurs. Donc premièrement il faut une bonne digestion. Il va falloir aussi un bon sommeil parce que la plupart des neuromédiateurs sont sécrétés pendant la nuit parce que la nuit c'est le moment où le corps crée des molécules, tandis que la journée, on détruit des molécules pour communiquer des signaux, pour faire bouger nos muscles, pour produire de l'énergie, des choses comme ça. Donc une grosse partie, je dis pas toutes, parce qu'il y en a certaines qui sont produites à d'autres moments de la journée, mais une grosse partie de notre stock de neuromédiateurs est produit la nuit. Par exemple, la dopamine, une grosse partie de la dopamine sera produite plutôt sur la matinée. C'est pour ça qu'il faut un petit déjeuner qui soit protéiné et gras, parce que c'est des aliments qui sont indispensables à la bonne création. Un bon petit déjeuner qui fait plaisir. C'est ça. Les English breakfast, typiquement, par exemple. C'est top. Les petits déjeuners à la française, c'est une catastrophe. C'est bon les croissants pourtant. De temps en temps, mais pas tout le temps. Et la sérotonine, elle est produite plutôt en fin d'après-midi. Sur les coups ça va dépendre des personnes, mais sur les coups de 18-19 heures. Donc là, on va faire un goûter pareil qui sera riche en protéines et en bonne graisse pour apporter plutôt du tryptophane, des oléagineux, un yaourt à la grecque. Ou un apéro. Non, l'apéro n'apporte pas. 18h, 19h, un goûter, ouais. Faut le prendre avant, faut le prendre sur les 16 heures. Ouais. Donc un bon sommeil, des bons apports alimentaires et une bonne digestion, limiter les troubles hépatiques, avoir une bonne détox, c'est important aussi. Attention aux personnes qui font beaucoup de sport aussi. Le sport demande énormément d'énergie pour rétablir le muscle, demande énormément d'énergie pour reconstruire le muscle, c'est ce que je viens de dire. Énormément de minéraux pour reconstruire le muscle, donc c'est un facteur d'épuisement. En plus, on crée énormément d'inflammation aussi, et l'inflammation nuit à la bonne fonction de l'appareil intestinal. Donc derrière, la sérotonine est impactée. Et la sérotonine, le tryptophane, donc qui est la molécule qui va donner le neuromédiateur de la sérotonine, le tryptophane est utilisé pour lutter contre l'inflammation. Donc une personne qui va être en inflammation chronique, et c'est le dernier point, une personne qui va être en inflammation chronique va avoir des troubles de la concentration de la sérotonine. Parce que du coup, le neuromédiateur va agir que sur une seule facette. Il va servir à reconstruire le muscle dans le cadre du coup d'un sportif de haut niveau, mais donc il n'assumera pas l'autre mission à côté qui est donc d'apporter sensation de bien-être. En soi, c'est presque ça, c'est pas le neuromédiateur qui reconstruit le muscle ou qui lutte contre l'inflammation, c'est la molécule juste avant qui va donner ce neuromédiateur. C'est le tryptophane. Soit il est converti, il est transformé en sérotonine qui sera du coup le neuromédiateur de l'apaisement, du bien-être, soit ce tryptophane va être utilisé pour lutter contre l'inflammation ou reconstruire le muscle, des choses comme ça, les protéines d'une manière générale. Et donc moi c'est la dernière question que je vois là, parce que de manière générale je pense que on a plutôt bien fait le tour. Enfin je dis ça comme si je connaissais vraiment, mais pas vraiment. Donc il est possible d'en manquer, il est possible du coup d'avoir des troubles spécifiques qui peuvent un petit peu désagréger cette fonction du corps des neuromédiateurs. Comment on peut améliorer tout ça ? Qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'être humain pour potentiellement améliorer les neuromédiateurs et puis la transmission des messages ou des molécules ? Alors, en conseils globaux, je pourrais dire faire attention à ses apports alimentaires, du coup, ce que je disais avant.
On a le principe de la chrononutrition qui est intéressant à mettre en place. La chrononutrition, c'est manger certains aliments à certains moments de la journée pour respecter notre rythme biologique et donc apporter au corps ce qu'il lui faut au moment où il a besoin de créer ces molécules. Et deuxième point qui sera un point à mettre en place chez tout le monde, optimiser sa digestion et faire attention à sa digestion. Et si on n'arrive pas à l'optimiser, et ben regardez pourquoi qu'est-ce qui bloque à optimiser sa digestion. Ce sera les 2 points vraiment importants et dans les consultations d'une manière générale, c'est les 2 points qu'on retrouve quasiment tout le temps. Après, en conseils généraux, c'est compliqué d'en donner parce que chacun est différent, chacun vit des choses différemment, chacun a des troubles qui sont différents. Et les neuromédiateurs sont en relation avec beaucoup d'autres fonctions du corps. Donc c'est compliqué, sans connaître les personnes, de donner des conseils qui seraient très globaux. Ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Parce que ça peut marcher sur une et puis ça va fonctionner sur l'autre. C'est pour ça qu'il faut, d'une manière générale, il faut regarder les corps d'une manière personnalisée. Il ne faut pas généraliser les conseils, il ne faut pas mettre dans des cases. Chacun est différent, chacun a des troubles qui lui sont différents, chacun a des causes de ces troubles qui lui sont différents. Et il faut vraiment faire des conseils qui sont personnalisés. Mais d'une manière générale, faites attention à votre digestion, mangez correctement, et ça va limiter les risques de troubler la concentration des neuromédiateurs. Sur cette belle conclusion. Ok. Eh ben, merci beaucoup du coup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir écouté, de m'avoir écouté du coup pendant encore un épisode. Et puis je vous dis potentiellement à une prochaine fois. Eh ben moi aussi, je vous dis merci. Potentiellement. Non, moi c'est sûr que vous allez me retrouver. Mais merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre retour pour que je puisse améliorer le podcast, parce que cette aventure, c'est une super aventure que j'adore, mais c'est tout nouveau, du coup, toute critique est bonne à prendre pour améliorer. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sur quoi, je ne sais pas encore. On fera l'annonce du sujet plus tard. C'est ça. Allez, bonne fin de journée tout le monde.